il n'y a pas l'unanimité numérique du monde qui est derrière les États-Unis et derrière Israël pour dire que c'est bien. Il n'y a que Jean-Noël Barrot et des imbéciles comme Hervé Morin qui feraient mieux de gérer la région Normandie un peu mieux que de s'occuper d'affaires internationales. Marc Gabriel, est-ce que vous voulez réagir? Oui, et je dirais ce que ça démontre, c'est que la stratégie iranienne de réponse, alors Sylvain l'a dit en préambule, la capacité de réponse a été très rapide et 2 jours, ce qui militairement est quand même assez exceptionnel. Mais moi personnellement, alors je suis pas un expert en stratégie, mais je m'attendais à une réponse du même genre que la guerre des 12 jours. C'est-à-dire une salve de missiles importante sur Israël, qui est le petit Satan ou le grand Satan, je ne sais plus comment il l'appelle, et on va dire l'ennemi prioritaire qui a tout déclenché, et éventuellement quelques bases américaines, mais comme ça avait été le cas avec le Qatar, et quelques vraiment ciblées. Et là, je trouve que la réponse iranienne, alors je trouve qu'elle a une envergure géostratégique et militaire assez exceptionnelle, ça a été dit par Sylvain, parce qu'en fait, ils arrivent à toucher. C'est-à-dire, c'est pas seulement visé. Ils ont réussi à toucher des cibles. Et je pense que Sylvain en sait plus que moi, mais il doit y avoir quelque part du partage d'informations avec des services de renseignement russes ou chinois, parce que la précision des frappes est quand même assez exceptionnelle. Et même en interne, je pense que c'est totalement, même parfaitement résumé, le fait de responsabiliser les pays musulmans du Golfe et en parlant aussi à sa propre population, c'est-à-dire on va taper les bases de l'ennemi chez nos voisins musulmans, nos cousins ou nos frères, même s'ils sont sunnites. Il y a une dialectique, vous savez, on a parlé du guide suprême qui est mort en martyr, le martyr pour l'Iran, qui est le pays de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète, qui se fait tuer par le fils du calife omeyyade Yazid Ier à Karbala, même si Karbala est en Irak, il y a une symbolique chiite qui est très significative, et je pense que la stratégie iranienne, alors déjà d'un point de vue militaire, c'est très très bien joué. On parle de base militaire, on parle de lance-missiles, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi c'est que ils ont a priori réussi à cibler des intérêts américains au Moyen-Orient. On parle de data center d'Amazon, on parle de ports, de grosses entreprises américaines. Vous savez que BlackRock au Moyen-Orient, c'est 36 milliards d'avoirs au Moyen-Orient, dans des ports, dans des grandes sociétés de transport. Et a priori, ce qui est en train de remonter, c'est beaucoup discuté, on va dire, dans la sphère américaine, c'est que les Iraniens auraient réussi, on va dire, à mettre à mal les intérêts économiques et financiers des Américains et des pays qui hébergent ces bases américaines. On sait qu'ils ont tapé une raffinerie. Alors le pays, je sais plus si c'est Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis, mais on voit que stratégiquement, je trouve que c'est plutôt malin. Évidemment, les médias de grand chemin nous disent que ils vont être isolés dans le Golfe et au Moyen-Orient. Mais en fait, concrètement, là, ils sont en train de taper le cœur du système, à la fois logistique, parce que ça va être quand même plus compliqué pour les Israélo-Américains de mener des campagnes de bombardement. Ça, je pense que Sylvain est plus à même de nous en parler. Mais j'imagine que quand on tape des bases pour faire décoller des avions ou ravitailler des avions, c'est un peu plus dérangeant si les bases ne sont plus opérationnelles. Je pense que ça fonctionne comme ça. Et je pense que le monde ne s'attendait pas à cette envergure de réponse, à la fois au niveau géostratégique et au niveau symbolique, parce que ça met leurs voisins devant leurs responsabilités. C'est-à-dire vous êtes des traîtres. En fait, concrètement, vous êtes des traîtres à la cause que vous prétendez défendre. L'Arabie Saoudite, qui est quand même la puissance qui gère les 2 principaux lieux saints de l'islam, c'est aussi une manière de la responsabiliser, on va dire, dans le sens du combat islamique, même si on sait qu'il y a une rivalité sunnite-chiite. Et je pense qu'au niveau symbolique et géostratégique, les Iraniens ont fait très fort. Oui, puis il faut ajouter une chose, c'est que dans la dialectique spirituelle qui convient pour le moment dans lequel on est, c'est que ces pays sunnites ont accepté en plein ramadan que des bases chez eux soient utilisées pour tuer d'autres musulmans. Faut pas l'oublier, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Donc, ils leur disent, écoutez, voilà, on est en plein mois de ramadan. Il y a 4 ans, c'était un moment de tentative de rapprochement entre le monde sunnite et le monde chiite à travers les relations saoudiennes et iraniennes.
Et puis là, d'un seul coup, vous participez directement en laissant faire, puisqu'ils auraient très bien pu dire non, non, vous avez des bases, mais vous n'aurez pas le droit de les utiliser pour agresser l'Iran. Vous les avez laissés faire. Et bien maintenant, on cogne pour détruire ces bases ou les neutraliser. Et puis, comme l'a dit Marc Gabriel, donc là, aujourd'hui, il y a un centre Amazon, il y a l'immense raffinerie, donc Aramco en Arabie Saoudite, donc c'est que des intérêts financiers américains qui sont derrière, et tout un tas d'autres infrastructures qui sont liées, donc oui, à BlackRock ou d'autres fonds d'investissement. Et donc, bah voilà, vous avez tapé sur la partie économique de la République islamique d'Iran avec les sanctions. Eh bien, nous, on fait des ripostes à la fois sur des objectifs militaires, mais aussi sur des objectifs économiques, parce qu'on sait très bien que tout ça est lié et que tout ça est donc légitime pour nous défendre. Et ce qui est très, très surprenant, c'est que les frappes que mènent les Iraniens ne baissent pas d'intensité. Hein. On a même plutôt l'impression qu'elles augmentent depuis samedi, qu'elles se multiplient, malgré la poursuite par centaines de frappes du côté israélien et américain. Donc ça aussi, c'est très intéressant de se dire, mais alors les Israéliens mettent le paquet, les Américains mettent le paquet, et les autres en face continuent. Alors comme je le montrais sur une carte ce matin dans le bulletin de veille stratégique, en fait, par rapport à la portée des avions israéliens et des avions américains, seule la partie occidentale et littorale du golfe de l'Iran est touchée. Toute la partie orientale, soit quasiment la moitié du pays, est pour le moment hors de portée des frappes. Ce qui fait qu'avec la portée qu'ont les missiles iraniens, les Iraniens ont probablement concentré tous leurs lanceurs ou la majorité de leurs lanceurs dans cette zone, ce qui leur permet de tirer sans risquer eux-mêmes d'être détruits par les ripostes adverses. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait intelligent dans la façon dont les Iraniens ont organisé, et donc depuis longtemps, parce qu'on ne se met pas dans une telle capacité la semaine dernière. Hein. Ça veut dire qu'ils avaient bien compris, il y avait bien sûr une perfidie américaine avec cette histoire de négociation qui débouche encore sur une guerre. Et donc, je pense que ça fait, à mon avis, depuis décembre dernier, avec le début des manifestations dans le pays, que les Iraniens ont ficelé définitivement leur stratégie de défense et de riposte potentielle au cas où les Américains et les Israéliens viendraient à nouveau les frapper. Alors, je vais vous citer justement, et on va parler du point de vue militaire, je vais vous citer les propos à la fois du président du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, qui a dit, je le cite, « L'Iran, contrairement aux États-Unis, s'est préparé à une longue guerre », et le porte-parole de l'état-major général des forces armées iraniennes, lui, a déclaré « Nous allons donner à Israël et à l'Amérique une leçon qu'ils n'ont jamais vécue de leur histoire ». Alors effectivement, vraisemblablement, ils sont préparés. Alors d'un point de vue militaire, est-ce qu'ils ont les armes pour tenir justement sur la longueur? Donald Trump a annoncé cet après-midi qu'il pourrait envoyer des troupes au sol. Ce matin, vous avez écarté cette possibilité, je crois, dans votre bulletin, Sylvain Ferreira. Et cet après-midi, voilà. Lui, apparemment, mais est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce que les États-Unis ont les moyens d'envoyer des troupes au sol? S'ils envoient des troupes au sol, alors là, alors déjà on reviendra peut-être sur cette question-là un peu plus tard. Déjà que là, ce que fait Donald Trump sur un plan de la politique intérieure des États-Unis, on n'est pas loin du suicide, hein, du mouvement MAGA, du Trumpisme, de l'hypothèse que moi j'ai longtemps avancée qu'il aurait une succession avec J.D. Vance, etc. S'il envoie des troupes au sol, alors attention, hein, moi, des troupes au sol, c'est pas des troupes des forces spéciales qui vont aller encadrer des peshmerga au Kurdistan iranien. Ça, c'est pas des troupes au sol. Faut bien être clair. C'est des forces spéciales qui sont, à mon avis, déjà au Kurdistan iranien. Mais ça, c'est mon avis personnel, avec des membres des unités spéciales israéliennes d'ailleurs, et qui les ont d'ailleurs téléguidés pour organiser les manifestations les plus violentes de la fin décembre et début janvier. Donc, les troupes au sol, c'est des unités de l'armée de terre ou des Marines. Et là, je ne les vois absolument pas se lancer là-dedans parce que ça finirait, mais bien pire. On en avait parlé il y a 15 jours, cette fois, 10 jours, avec Idriss et Code Reno qui a participé aux opérations en Afghanistan. Si on va confronter l'armée iranienne au sol,
là, c'est du suicide, y compris pour les soldats qu'on va envoyer là-bas. Hein. Là, c'est pas possible. Donc je pense que Donald Trump, il fait de la rhétorique pour dire à ceux qui voudraient faire croire que ça va se limiter à ça et puis qu'ils vont pas gagner la partie, que non, j'ai pas peur, je peux le faire. Bon, ça reste vraiment à déterminer. Mais une chose est certaine, avant la guerre des 12 jours, nous, on avait fait un bulletin spécial pour nos abonnés Patreon sur les forces armées iraniennes, fin 2024. Les experts se bagarrent pour savoir si le stock de missiles balistiques iraniens, il est à 500, 1000, 1500 ou 2000 missiles balistiques. Et personne n'est capable d'avoir un avis tranché sur cette question parce que les estimations sont extrêmement complexes à faire. Et moi, je pense que par rapport à ce qu'ils ont pu tirer, je le rappelle d'abord en octobre 2024, puis ce qu'ils ont tiré l'année dernière, ils ont au minimum encore 500 à 800 missiles sous le coude, hein, et notamment les plus sophistiqués et les plus puissants que sont les Khorram Char 5, et que effectivement, ils sont en train de jouer à un petit jeu que les Américains et les Israéliens ne peuvent pas gagner, qui est le jeu de l'attrition. Je rappelle que ce à quoi on assiste depuis 48 heures, c'est que pour tenter, pas pour abattre, hein, pour tenter d'abattre un missile balistique pour le moment iranien, on tire 3 vecteurs antiaériens du côté israélien. 3. Et ça fait aussi enrager les pays du Golfe, seul Israël possède cette capacité de défense de son espace aérien. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi les Saoudiens, les Qataris et tout, ils disent, et ça, c'est ce que j'ai raconté 1000 fois depuis la fin de la guerre du Vietnam, votre allié, c'est les États-Unis d'Amérique, et vous les avez crus, et vous avez cru qu'ils allaient protéger votre ciel comme ils vont protéger celui d'Israël. Non, faute, fallait pas. Parce que là aussi, les peuples du Golfe se rendent compte de ça. C'est-à-dire qu'ils laissent leur base à disposition, ils laissent leur pays se faire taper dessus, et au-dessus du Koweït, au-dessus de Bahreïn, au-dessus des Émirats, au-dessus du Qatar, il n'y a pas les missiles SAD, il n'y a pas les missiles Arrows. Ils se font taper sans défense, quasiment. Hein, ils ont quelques missiles, là, qui semble-t-il ont abattu des avions iraniens, mais pour les missiles balistiques, il n'y a rien du tout. Et contre les drones Shahid, c'est pareil, il n'y a rien du tout. Alors que et dans le même temps, Israël est obligé de tirer 3 lanceurs pour espérer arrêter un missile balistique iranien. Donc, pour moi, les Iraniens ont préparé les choses, ont du stock de missiles, ont eu des informations, c'est sûr, des Chinois et des Russes sur les cibles de qualité. Et la grande muette depuis 2 jours, c'est quid des cibles militaires israéliennes qui ont été frappées, c'est évident, notamment la base de Ramat David dans le nord d'Israël, c'est sûr qu'elle a été de nouveau tapée. Je rappelle que la première fois qu'elle a été tapée, c'était en octobre 2024 et que les Israéliens avaient tout tenté en vain pour camoufler le fait qu'elle avait été impactée au moins 10 fois par des vecteurs. Alors peut-être que c'était des MIRV, hein, donc ça veut dire qu'il y avait 2 missiles avec 5 têtes qui avaient touché. Mais donc aujourd'hui, non seulement l'Iran peut frapper avec précision et tout cible d'intérêt dans la région avec profusion de missiles à disposition, alors qu'en face, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, le stock de missiles SAD et de missiles Arrows, il est en train de s'épuiser. Et qui en détient la clé? La Chine, avec les minerais rares, sur lequel l'embargo n'a toujours pas été levé depuis avril l'année dernière. Voilà, j'ai été long, je m'excuse.